Yasmina Aouni, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous sur le plateau ce matin. Bonjour Anne et bonjour à celles et ceux qui nous écoutent et puis merci pour l'invitation surtout. Alors vous êtes une femme, j'allais dire politique, mais politique au sens littéral du terme. Vous êtes engagée dans la vie de la cité depuis longtemps. Je le rappelle, vous êtes présidente d'un club de foot, aussi étonnant que cela puisse paraître. Vous êtes écrivain, vous êtes enseignante, vous êtes femme leader. Et maintenant, vous êtes en plus candidate aux élections législatives. Comment vous trouvez le temps de tout faire ? Bonne question. Souvent, c'est le sommeil qui est sacrifié. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais bon, quand on a des convictions à défendre et des idées, écoutez, on se donne les moyens d'atteindre tout simplement ses objectifs. Alors pourquoi avoir choisi cette candidature pour cette législative-ci ? Dans votre parcours de réflexion, pourquoi vous vous êtes dit c'est maintenant ? Je me suis dit que c'est maintenant parce qu'il me semble qu'au bout de 10 ans d'engagement au sein de la société civile, j'ai acquis une connaissance de notre société mahoraise. J'ai aussi acquis une certaine maturité qui, j'en suis convaincue, me permettent aujourd'hui d'être en mesure d'avoir parfaitement l'aptitude et les épaules pour assumer les fonctions électives que je suis en train de briguer actuellement. Voilà, donc vous êtes candidate pour les élections législatives. Hein. Tout à fait. Circo du Nord, donc on est petite terre, on prend un peu de Mamoudzou, on remonte. Bandaboua, Mtamboro et Akwa. Ça vous fait quoi de passer de l'autre côté de la barrière ? Parce que Yasmina, on se connaît un petit peu, vous avez un regard politique acéré sur la vie de la société, vous avez des convictions fortes sur la départementalisation, etc. Pourquoi aujourd'hui vous vous êtes dit j'y vais ? Vous parliez de convictions, c'est lesquelles aujourd'hui que vous mettez sur le devant de la scène ? Alors ma première conviction aujourd'hui, c'est que ce territoire doit connaître une continuité dans ses idées, dans son histoire et dans les lignes qui ont été choisies par les leaders il y a à peu près 50 ans de cela. Donc ce territoire m'a formé, m'a permis d'accéder à une école républicaine de qualité. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis là, prête à servir ce territoire qui m'a tant donné. Ça, c'est une première chose. Oui, mais qui est très importante. Oui, c'est un élément très important. Et je suis courageuse. Nous connaissons toutes ces personnes qui critiquent le système à longueur de journée, mais qui ne se déplacent même pas pour aller voter. Donc moi, je pense que critiquer est une très bonne chose. Militer au sein de la société civile est une très bonne chose. Mais en fait, il y a une complémentarité dans tout cela. Il faut aussi œuvrer pour changer les choses, pour que les choses deviennent telles qu'on aimerait, pour que nos critiques soient crédibles et légitimes. Qu'on dise « je critique parce qu'à côté, j'œuvre dans le sens d'aboutir à ce que je défends ». Donc c'est la motivation même de ma démarche. Alors vous êtes investi par le MDM dans cette circonscription. Votre homologue sur la circonscription sud, c'est Issa Abdou. Tout à fait. En même temps, vous avez un attachement, et vous ne vous en cachez pas, pour les insoumis. C'est quand même un grand écart qui est quand même pas confortable. C'est pas un grand écart. Pas du tout. Pour moi, ce n'est pas du tout un grand écart. Disons que là, il s'agit des législatives. Et puis, le MDM est un parti auquel je suis profondément attachée. Mais c'est un parti qui s'est toujours rattaché à des partis, en fait, nationaux pour donner sens au mandat d'envergure nationale. Donc il est arrivé que le MDM envoie des parlementaires siégeant au sein du Parti socialiste. Il est arrivé que le MDM envoie des parlementaires centristes et qu'il envoie aussi des parlementaires de droite. Donc en soi, il n'y a pas de gymnastique complexe ou compliquée. En ce qui me concerne, je rappelle juste pour mémoire que
Ibrahima Boubacar, il a été élu soutenu ouvertement, publiquement par le MDM. Mais il a siégé au sein du Parti socialiste. La tradition du MDM, c'est de siéger avec les majorités. C'est-à-dire qu'Ibrahima Boubacar a siégé au Parti socialiste quand il y avait un gouvernement de gauche. Là, lors de la conférence de presse, et c'est peut-être l'autre visuel qu'on pourra voir derrière, lors de la conférence de presse qui a permis de présenter les candidats aux législatives et aux sénatoriales, le message qui a été passé très clairement et qui a été exprimé par Issa Abdou d'ailleurs, mais tout le monde a acquiescé puisque personne n'a dit mot. Ça a été de dire on siégera avec la majorité parce qu'on pense que pour faire avancer les dossiers de Mayotte, il faut effectivement avoir une position intelligente dans cette majorité, etc. etc. Enfin, en tout cas, il l'a développé. Donc c'est vrai que là, Jean-Luc Mélenchon, et en tout cas les Insoumis, n'ont pas gagné les élections présidentielles, c'est plutôt Emmanuel Macron. Donc si une majorité est donnée à Emmanuel Macron au soir du 19 juin, comment vous allez faire? Parce que ce qu'attend le MDM, c'est que vous alliez siéger à La République En Marche, quelque part. Non. En fait, ce qu'attend le MDM surtout, c'est que ces parlementaires produisent des résultats. Et nous avons des précédents derrière nous qui sont là pour nous prouver qu'en fait, cette idée bien ancrée qu'il faut à tout prix intégrer la majorité, écoutez, elle n'est pas toujours fondée. Nous sommes, Dieu merci, sur un territoire, nous sommes dans un État basé, fondé sur le principe de l'égalité et sur le principe d'égalité de tous les territoires et de tous. Et je pense qu'une chose, bien sûr, c'est de pouvoir faire partie de la majorité pour pouvoir faire partie du pouvoir en place. Et une autre chose, c'est de pouvoir faire avancer son territoire, de pouvoir faire entendre son territoire au niveau national. Et je pense qu'en ce qui concerne les moyens, il y a des procédures qui sont là, il y a des règles qui sont là. Et je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les territoires qui ont envoyé des parlementaires dans la majorité ont eu tout, et que ceux qui n'ont pas envoyé de parlementaires dans la majorité, ceux qui ont des parlementaires dans l'opposition n'ont rien eu. Non, les choses ne se passent pas du tout comme ça. On a vu qu'à partir du moment où des territoires répondent à certains critères, présentent certains dossiers, ils obtiennent les moyens. Donc je pense qu'il y a quand même un amalgame qu'on fait entre le fait de siéger en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale pour défendre des positions, pour défendre des convictions, et le fait d'obtenir des moyens au niveau local sur son territoire. Bien sûr que le réseau joue, bien sûr que quand on a des amis au sein de tel ou tel ministère, ça peut peut-être faciliter les choses, mais ça ne va pas de soi, comme nous l'avons vu ici dans cette actuelle mandature, puisque j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi La Réunion obtient 450 millions d'euros pour terminer la route du littoral, alors qu'on n'a aucun parlementaire réunionnais qui siège au sein de la majorité. C'est une excellente question. Donc en fait, je pense que c'est peut-être un schéma, c'est peut-être une interprétation qu'on doit davantage interroger et qu'on doit peut-être questionner. Mais qui n'a pas été exprimé au moment de la présentation du fil conducteur c'est une conférence de presse qui a à peine duré 1 heure, il me semble. Et au sein du MDM, on en discute. C'est un sujet qu'on aborde ouvertement au sein du parti. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est le fruit de nos échanges et de nos discussions et la conclusion qu'on doit tirer de cette législature qui s'achève notamment. C'est quand même qu'on a eu 3 parlementaires qui ont fait partie de la majorité présidentielle. Absolument. Et qui ont en réalité surtout montré qu'ils ont dû avaler beaucoup de couleuvres. Et plutôt que de remonter l'information de Mayotte à Paris, ils n'ont eu de cesse de venir justifier les nombreuses maladresses de la
majorité présidentielle. Donc non, il est important d'interroger en permanence les choses et de ne pas se dire voilà, la pratique est celle-ci, donc on y va aveuglément. Et moi, c'est la démarche que j'essaye que vous avez choisie. Alors, quand vous allez remplir votre dossier de candidature pour les élections législatives dans quelques semaines, il y a un rituel qui est très important quand on est candidat. On met son nom, son prénom, sa date de naissance, tout ça. Puis on a une petite ligne qui s'appelle étiquette. Cette étiquette, elle est importante puisque effectivement les 1,42 € par voix que vous allez obtenir vont permettre à votre parti politique d'attachement, étiquette, de vivre. Vous allez écrire quoi? Vous allez écrire MDM ou vous allez écrire la France Insoumise? La question est en discussion. Et puis, au moment venu, je vous répondrai. On est quelques semaines en arrière. Donc, patientons, mais c'est une question en discussion. Ce qui est sûr, c'est que j'y vais avec les deux étiquettes, MDM et Union populaire. Alors, autre question, parce qu'effectivement, dans les programmes politiques défendus par la majorité présidentielle et par Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même des points de divergence significatifs. J'en prends un qui nous concerne à Mayotte, la retraite. Emmanuel Macron est pour une retraite à 65 ans et Jean-Luc Mélenchon, il l'a encore rappelé hier soir après avoir signé son accord avec Europe Écologie Les Verts. Dans le socle de propositions communes, la retraite est maintenue, en termes de propositions, j'entends, à 60 ans. Alors nous, effectivement, pour l'instant, on n'a rien, donc on s'en fiche un peu, mais ça va être une des luttes de nos parlementaires, cette retraite. Vous allez défendre quoi? 60 ans? 65 ans? Comment ça va se passer? Si je prends en compte les réalités de mon territoire, nous savons que l'état civil a été pendant de nombreuses années, on va dire, mal entretenu. Beaucoup de personnes sont nées et n'ont pas été déclarées tout de suite, ont été déclarées 2, 3, voire 5 années après. Donc déjà, notre problème ici, c'est que nous avons des personnes, celles qui ont, on va dire, entre 45 et 55 ans aujourd'hui, ont souvent en fait un âge qui n'est pas leur âge réel. D'accord. C'est souvent un âge abaissé pour pouvoir, à l'époque, il s'agissait de pouvoir les scolariser notamment. Donc ce problème a d'autant plus d'importance ici. Bien sûr. Il a un écho assez particulier ici. Et nous savons surtout que seulement 12% des travailleurs mahorais exercent des fonctions d'encadrement. La plupart exercent plutôt des métiers d'exécution, donc des métiers pénibles. Plus difficiles. Nous savons surtout que Mayotte se caractérise par une circulation qui rend les administrés, qui épuise les administrés. Les administrés ne dorment pas beaucoup parce qu'ils doivent faire face aux embouteillages. Donc les conditions de travail à Mayotte sont tellement difficiles que dire aux Mahorais que finalement, ok, les choses sont celles-ci, mais moi je défends quand même une retraite à 65 ans, ça serait vraiment aller à contre-courant de ce que les Mahorais attendent. Et je pense qu'ici, plus qu'ailleurs, nous avons besoin de pouvoir partir à la retraite à 60 ans, bien sûr, pour pouvoir quand même un peu profiter de nos petits-enfants et puis pour avoir un petit moment de répit et de repos réel. Ça, c'est ma position. Alors Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain, les dirigeants de la France Insoumise ont tous dit et le répètent que ce qu'ils n'obtiendront pas en juin dans les urnes, ils l'obtiendront dans la rue. Et on l'a vu hier pendant la manifestation du 1er mai, ça a dégénéré à Paris de manière très significative comme d'habitude. Vous cautionnez ces prises de parole des dirigeants politiques qui appellent à l'insurrection quelque part? Oh non, je ne dirais pas qu'ils appellent à l'insurrection, mais après... 8 blessés, 45 interpellations. On ne peut pas... 8 policiers blessés, pardon. On ne peut pas leur en tenir rigueur, puisqu'en fait... Les manifestants, les casseurs étaient dans les manifestations. C'était les Black Blocs, essentiellement. Dans les manifestations. Et en fait, c'était quand même pas... au vu et au su des insoumis, d'une part, c'était un peu plus loin. Et aujourd'hui, on sait que ce n'est pas du tout spécifique au contexte politique actuel. Chaque manifestation du 1er mai, malheureusement, est tendue et ce n'est pas du tout le 1er mai le plus
le plus dramatique, en fait, le plus dur qu'on ait connu. On se rappelle de celui de 2018 et même de 2019 où on avait des Black Blocs qui avaient vraiment tout saccagé. Oui, mais Yasmina, à partir du moment où on sait qu'il y a ce risque, qui est réel, et c'est vrai que les Gilets jaunes, il y avait aussi des dérapages. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que les dérapages, ils ne sont pas que pour le 1er mai, ils sont tout le temps. Est-ce que du coup, c'est sérieux quand on est un dirigeant politique? Est-ce que c'est sérieux de dire on va aller dans la rue pour obtenir ce qu'on veut, alors qu'on sait très bien qu'il y aura des débordements à la clé? Ben écoutez, du coup, est-ce qu'on ne doit pas manifester par peur des débordements? La question est celle-là aussi. Ici, par exemple, on voit tout le temps les syndicalistes qui érigent des barrages parce qu'ils réclament des revendications plus que légitimes. Et à côté, nous avons des jeunes qui viennent en profiter pour malheureusement instaurer le chaos. Pour autant, est-ce qu'on doit dire aux syndicalistes qu'ils doivent cesser de manifester? Je ne pense pas. Après, on est d'accord pour dire que la France insoumise ne va pas du tout attiser les jeunes, ne va pas du tout envoyer des personnes pour juste instaurer un désordre non plus. Non, c'est des responsables politiques. C'est une force d'opposition aujourd'hui, puisque c'est En Marche qui a la présidence de la République. Donc je pense qu'ils sont juste dans leur rôle d'opposants. Et c'est un rôle, oui, qui parfois implique certains rapports de force. Et après, c'est aux forces de l'ordre aussi de jouer leur rôle. Alors, même si je condamne, j'ai vu des images particulièrement dures hier. Une femme, et la femme qui s'en prend aux pompiers, je ne pense pas que ça soit une insoumise et je ne pense pas qu'elle ait été envoyée par les insoumis. En tout cas, elle a été interpellée. Voilà, et elle est en garde à vue, d'après ce que j'ai compris, mais c'est un acte condamnable. Alors François Ruffin, député insoumis, sur un plateau de radio, c'était Europe 1 si je ne fais pas d'erreur, a qualifié le président de la République de bâtard de François Hollande. Est-ce que vous souscrivez à cette manière de faire de la politique, c'est-à-dire insulter, appeler à l'insurrection, être un peu outrancier? Non, j'aurais formulé ça différemment. Mais dans le fond, je pense qu'il voulait dire que le président de la République est une émanation du mandat de François Hollande. Moi, je l'aurais formulé comme ça. Maintenant, non, je ne peux pas cautionner des propos comme ça. Alors, après, les maladresses arrivent. Hein. Oui, bien sûr. Il nous est tous arrivé de dire un mot de travers sur un plateau. Il est coutumier du fait, et c'est vrai aussi que d'autres responsables politiques de la France insoumise pas que de la France sont insoumise, souvent limite en réalité. Non, mais c'est une manière de faire, c'est une passion, la provocation. C'est une passion, c'est un engagement. Et puis, il y a des passions dans d'autres partis politiques qui ne vont pas jusqu'aux limites de l'acceptable quand même. Vous savez, après chacun sa vision de ce que devrait être l'engagement politique. Hein. Là, Alors hier, manifestation du 1er mai, Jean-Luc Mélenchon avait appelé à la mobilisation de tous les insoumis, quelque part, pour prolonger dans la rue, finalement, le combat politique des élections présidentielles. Mayotte n'a pas échappé à la règle. Hein. L'appel à la manifestation était aussi présent. Hier, sur la place de la République, qui était le point de convergence et de rassemblement pour Mayotte, 2 personnes, Ousseni Balache, de la CFDT, et un enseignant du lycée des Lumières. Pas d'insoumis, personne, donc pas de défilé, pas de manifestation. Pourquoi, Yasmina Aouni, alors que vous êtes quelque part candidate? Oui, je suis candidate, effectivement, et il n'y a pas eu d'appel au rassemblement ici, d'une manière... Les syndicats non plus n'ont pas appelé, en fait, au rassemblement. Et puis le contexte actuel est compliqué ici à Mayotte, puisqu'on est en fin de mois de Ramadan. C'est vrai. Route bloquée à Tingoni, préparation de l'Aïd, embouteillage monstre. Donc disons que comme toujours, parfois, notre manque de solidarité va souvent s'expliquer par des préoccupations purement locales. Mais je pense que le fait que ce 1er mai tombe ici, dans ce contexte de préparation de l'Aïd, ça a un peu perturbé les choses. Fortement, oui, fortement. Prochaine étape, Yasmina Aouni, dans votre campagne? La prochaine étape, c'est l'investiture qui arrive à grands pas. Et elle est fixée au 15 mai.
Donc pour le 15 mai, vous aurez tranché sur l'étiquette que vous écrirez sur votre dossier de candidature. Oui, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, on verra. En tout cas, la prochaine étape, c'est l'investiture et puis bien sûr les meetings. Aller à la rencontre de toutes et de tous et puis écouter les doléances de chacun et de chacune. C'est important, même si c'est une chose que je fais régulièrement dans le cadre de mes engagements. Parce que le but dans tout ça, c'est vraiment être la porte-voix, la porte-parole des souffrances en fait, des Mahorais, mais d'une manière générale, la porte-parole des Mahorais. Parce que je ne dirais pas que les souffrances, parce qu'il n'y a pas que des souffrances. Il y a aussi de belles choses ici à défendre, notre identité, notre histoire, notre culture, notre singularité au sein de la République. Donc je serai tout ça et pour cela, il faut que j'écoute tout le monde, ce que je m'apprête à faire et que j'ai déjà débuté d'ailleurs. Alors bon courage, parce que Merci. je pense que vous aurez fort à faire. Il y a beaucoup de souffrances, donc beaucoup à écouter. Beaucoup à écouter, mais beaucoup à apprendre aussi de ces récits de vie. À très bientôt sur le plateau. Merci parce que vous beaucoup. allez revenir vite, si j'ai bien compris. Certainement. À bientôt, Yasmina. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.